Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 13 de ce Tour de France 2022. Étape numéro 13, lendemain de 14 juillet, lendemain d'une grosse étape dans les Alpes, avec l'Alpe d'Huez, le col de la Croix de Fer, le Galibier. Donc pas une étape facile. Et peut-être un peloton un petit peu fatigué, parce que c'est vrai qu'on a eu 12 premiers jours de course qui se sont fait à un rythme assez important. On va voir donc le profil de cette étape, mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire également vos favoris pour cette étape, vos 3 favoris, puis votre grosse cote. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment vidéos cyclisme, F1, football, enfin tout le reste. Et puis on commence tout de suite avec cette première étape, avec cette étape 13, fin des Alpes. On part des Alpes sur cette étape-là pour aller un peu plus dans le pourtour du Beaujolais, on va dire, vraiment. Mais sur des routes où on aura pas mal de bosses pendant toute la journée. C'est une étape usante. C'est pas une étape forcément ultra difficile, mais c'est une étape usante. Usante parce qu'on va être sur des routes mal plates, il y aura beaucoup de bosses sur le parcours, des bosses qui sont au parcours de la montagne, parfois non. Des faux plats, on est sur des routes qui vont être souvent en prise, avec un final qui va être avec pas mal de faux plats montants. Ça va être dur, ça va être physique. 2109 mètres de dénivelé positif, c'est pas si énorme que ça. Mais le problème, c'est que c'est réparti sur toute la journée et ça va faire mal. C'est peut-être une étape qui va faire aussi mal que les étapes de montagne, surtout si ça court vite. Et puis, bien entendu, avec ces fortes chaleurs, ça n'aide pas les coureurs, surtout que du côté de la vallée du Rhône, les fortes chaleurs sont très importantes en ce moment avec des températures qui vont être assez impressionnantes aujourd'hui. On passe tout de suite au parcours, du côté du parcours de cette étape. Hop là, étape numéro 13, le Bourdoisan, Saint-Étienne, 193 km. Vous voyez, avec 2 côtes de 3e catégorie, une côte de 2e catégorie, mais plein de petites bosses sur le parcours, des petits murs. Voilà, c'est pas une étape facile pour les coureurs, c'est pas une étape toute plate. Voilà, tout simplement. Donc il faudra faire attention. On démarre du Bourdoisan, au début d'étape qui devrait être rapide avec un départ en descente depuis Bourdoisan pour rejoindre Vizille au km 26.5 et la première côte de la journée, la côte de Briey, 1 km 9 à 8,1 de moyenne, la côte de Briey. Vous voyez, des pourcentages quand même, alors c'est sur 2 km à peine, mais on a quand même un passage à 9,3, un passage à 12,4%. Donc c'est pas si facile, c'est pour ça qu'elle est en 3e catégorie, parce que c'est un petit mur, cette côte de Briey. Côte de Briey, j'ai les temps de monter, hop là, c'est la côte de Briey celle-là, c'est la côte de Briey, 22 minutes, non, 6 minutes pour Edifiner à 22 km 7 pour Edifiner. David Gaudu, lui, a fait 6 minutes 15 déjà sur cette montée à 21,8 km/h de moyenne. Olivier Legas qui avait fait 6,27, Caruso 6,29, Pustelberger 6,29 également avec 391 watts, donc ça fait 21 km/h de moyenne. Timothée Dupont 6,30, Laurent Pichon également 6,30. Donc vous voyez, c'est une montée, c'est un petit mur, quoi, c'est un petit radar, 21-22 km/h sur 2 km. Voilà, ça va faire une petite bosse au niveau des... Certains vont peut-être avoir du mal et certains coureurs pourraient lâcher déjà à ce moment-là, sauf qu'il reste encore 160 km, donc ça peut faire mal. On repasse ensuite à Grenoble, on fera un passage très rapide à Grenoble, parce que je rappelle que le Grenoble ne veut plus accueillir d'arrivée du Tour de France comme Lyon, la lubie de certains personnages écolos, on va revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'est dommage du côté de Grenoble, au lieu de vouloir collaborer avec le Tour de France pour que le Tour de France soit plus vertueux, non, on décide que le Tour de France ne doit plus venir à Grenoble. C'est dommage pour les gens de Grenoble, ça profite aux gens de Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne, ça fait quelques arrivées ces dernières années, mais c'est parce que c'est une ville qui veut accueillir la course, alors que les autres ne veulent pas. On arrive, et c'est pour des raisons écologiques, ça pourrait être pour des raisons financières, là je le comprendrais, parce que c'est vrai que c'est un événement qui coûte cher, le Tour de France, mais c'est surtout pour des raisons écologistes. On passe à Tullin, au kilomètre 74, c'est-à-dire à 120 km de l'arrivée, et le col de Parménie, 5 km 2 à 7,1 de moyenne, côte de 2e catégorie.
Le col de Parménie, col assez régulier, c'est un peu la spécialité des cols dans ce coin-là, avec un pied à 11,8%, ensuite c'est un peu plus roulant, puis 7%, 10,2%, 7 encore % sur le kilomètre et demi d'après. Ensuite un replat pendant 500 mètres, et puis de nouveau derrière, pendant 2 km 2, on aura des pentes qui oscilleront entre 7,5% et 6,5%. Jusqu'à l'arrivée, donc 5 km 2, mais qui vont faire un petit peu mal. Ce col de Parménie, deuxième catégorie. J'ai pas de grands coureurs qui ont fait cette montée dans Strava, sur le top 10 Strava. Je peux juste vous dire que le record, c'est Adrien G en 14 minutes 10 à 429 watts de moyenne, 21,8. Et qu'en général, on est dans les alentours du quart d'heure de montée. Ah si, j'ai Geoffrey Bouchard. Geoffrey Bouchard, il avait fait 15 minutes 25 à 20,1 km/h de moyenne. Voilà, c'est le 7e temps Strava. Donc c'est une étape assez difficile. Il faudra faire attention sur ces 5 km 15, 6,8 de moyenne, avec 351 mètres de dénivelé sur ces 5 km 15. On continue dans cette étape avec ce mur qu'on a passé. On redescend un petit peu derrière pour aller à Saint-Étienne de Saint-Gerroir, Géoars, je ne sais pas comment on doit dire. Et puis on arrive à la côte Saint-André, qui sera à mi-étape, quasiment au kilomètre 102, on sera à 90 km de l'arrivée, sprint intermédiaire. Puis à la côte Saint-André, c'est déjà en bosse. Ensuite, on a de nouveau une bosse de 2 km 2 à 7,1 de moyenne pendant 2 km à la sortie de la côte Saint-André. Là aussi, ça va faire mal. Et puis, on redescend notamment vers Vienne pour la côte de Saint-Romain en Galles. Je crois que c'est une côte qu'on a vue sur la Drôme classique ou la classique de l'Ardèche. Je ne sais plus, une des deux. Avec 7 km 4 à 4,6% de moyenne. Côte de 3e catégorie, kilomètre 149,5, c'est-à-dire à moins de 50 km de l'arrivée. La côte de Saint-Romain en Galles, vous voyez, là aussi, assez régulier, 6%, 6,3%. Puis sur le final aussi, il y a des petites bosses. Et puis, on ne sera pas très loin de l'arrivée non plus. Ça redescend pas tout de suite. Il y a encore une petite bosse juste après la côte de Saint-Romain en Galles. Et puis, on arrive à Trèves, Rive de Gier, Saint-Chamond. Là, on est en pente. Tout ce passage-là, pendant 20 bornes, ça grimpe. Notamment à Sorbier, où on aura 1,5 km à 4,9% de moyenne. Et puis, c'est Sorbier ou Sorb... Alors, pour tout vous dire, là, j'ai un contre-jour. Ça va être Sorblé plutôt que Sorbier. Et puis, on arrive à Saint-Étienne au kilomètre 193. Le final dans Saint-Étienne. On aura un final technique avec un virage à 120 degrés sur la gauche à 300 mètres. Donc un virage plutôt à un angle assez ouvert. Mais on aura un autre virage sur la gauche à 700 mètres. Là, c'est plutôt un virage à 100 degrés, on va dire. Et puis au kilomètre, virage à 100 degrés sur la droite, mais qui se referme. Donc il faudra faire attention. Et surtout, ça veut dire qu'on voit la courbe à 300 mètres. Donc le début du sprint se fera presque à l'aveugle pour les sprinteurs, qui verront à peine la ligne d'arrivée, ou qui verront la ligne d'arrivée depuis pas très longtemps. Donc ça aussi, c'est toujours très particulier. On passe au Strava, par contre, de la côte de Saint-Romain en Galles, donc 6 km 64, on a 14,21 pour le meilleur temps. Et j'ai Rudy Kowalski qui a fait 25,6 en 15 minutes 34. Voilà. Donc ça montre quand même que c'est une étape où il y aura des petites bosses, et ça sera la bagarre entre sprinter et baroudeur, très clairement, sur cette étape. On va revenir sur le Tour 2019, c'est la 3e étape qu'on fait du Tour 2019, où on avait déjà une arrivée à Saint-Étienne ce jour-là. Programme corsé pour cette journée avec 3844 mètres de dénivelé positif, mais particularité encore, pas de grand col au programme, plutôt des routes casse-pattes, et on arrivait par l'autre côté sur cette étape de Saint-Étienne, donc on arrivait par vraiment le Beaujolais sur cette étape. Départ de Mâcon pour 200 km avec 4 côtes de 2e catégorie et des côtes de 3e catégorie au programme, la dernière étant à 13 km de l'arrivée, et en plus c'est un sprint bonus. Alors le sprint bonus qui a été abandonné cette année, on s'est aperçu au bout de 3 ans que ça n'avait aucun intérêt, en fait, que ça ne marchait pas. C'est un parcours qui sera très difficile à contrôler, ça ne va donc pas être facile pour le maillot jaune qui est à ce moment-là
C'est Giulio Ciccone qui est maillot jaune suite à sa deuxième place à la super planche des belles filles. À la surprise générale, le matin, seuls 3 coureurs prennent l'échappée et qui partent très rapidement. On retrouve Thomas de Rennes de la Lotto Soudal. Il est rejoint par Niki Terpstra de Total Direct Energy et Ben King de Dimension Data. Mats Wurtjumit tente de faire la jonction, le Danois de la Katusha, mais il n'y arrivera jamais, contrairement à Alessandro De Marchi, mais l'Italien devra faire quand même une sacrée partie de manivelle en chasse-patate. Après 45 km de course, l'avance des échappés est de 5 minutes. À partir de ce moment-là, l'écart ne fera que décroître. À 120 km de l'arrivée, au pied du col de la Croix-Paquet de deuxième catégorie, il ne possède que 3 minutes 20. La victoire s'annonce compliquée. Dans le peloton, c'est désormais la Bora et la Sunweb qui roulent pour Matthews et Sagan. Dans la côte de la Croix, à 70 km de l'arrivée, de Rennes et de Marquis décident de partir seuls, de s'isoler en tête pour tenter de conserver un minimum d'avance. L'écart a légèrement augmenté suite à cette attaque pour s'établir à 3 minutes 30, ce qui n'est encore pas suffisant pour aller chercher la gagne, surtout que dans la descente, De Marchi se fait une belle frayeur. Il va faire un tout droit dans un virage, mais il va réussir à ne pas tomber lourdement et on revient sur le Belge. Astana met en route derrière. Il y a des envies de victoire du côté d'Astana, notamment pour Lutsenko et Fuglsang, parce qu'à l'époque, Lutsenko était un puncher. Et puis avec EF pour Michael Woods, il faut faire attention car à l'avant, nous avons des spécialistes des échappées victorieuses. De Marquis, de Rennes, ce sont des coureurs qui ont l'expérience de ce type d'arrivée, de ce type de situation surtout. À 20 km de l'arrivée, les deux hommes de tête n'ont plus que 1 minute 20 d'avance. Le match va être extrêmement serré pour la victoire, surtout que Sagan a montré des signes de fatigue, donc son équipe peut-être ne roulera plus. Les traversées de village dans le Beaujolais sont techniques, souvent étroites, et elles vont faire leur première victime à 15 km de l'arrivée. Gianni Moscon tombe, il entraîne ses équipiers, Kwiatkowski, mais surtout son leader, Geraint Thomas. Woods est également impliqué dans cette chute. De Rennes et Moscon n'ont plus qu'1 minute d'avance avant la dernière difficulté du jour, la côte de la Jaldière. L'équipe Sky est obligée de faire un énorme effort pour permettre à son leader de rentrer avant la dernière difficulté. De Rennes décide d'accélérer et De Marchi ne peut rien faire face au Belge qui est souvent imbattable dans ce genre de situation. On l'a vu notamment lors du dernier Giro. Dans le peloton, accélération du dauphin du classement général, Julien Alaphilippe qui veut récupérer le maillot jaune sur ce terrain qui lui convient très bien. Il est suivi par Thibaut Pinot qui nous a montré sa bonne condition physique dans la super planche des belles filles. Ils ont 30 secondes de retard sur le cours de la Lotto. Sauf qu'en 10 km, ça semble quand même mal embarqué pour De Rennes. Mais c'est De Rennes. Et pourtant, les deux Français collaborent ensemble. À 2,5 km de l'arrivée, dans une bosse non répertoriée, le duo de Français se rapproche à seulement 15 secondes. C'est une bosse qui fait très mal à De Rennes, surtout après quasiment 200 km d'échappée. Derrière, malgré les efforts de la Sunweb pour Matthews, l'écart augmente. Le peloton est désormais à 39 secondes de Thomas De Rennes. À 1,5 km, l'audio possède seulement 11 secondes de retard. Alors, De Rennes va-t-il gagner ? Va-t-il résister face au duo de Français qui continue de collaborer ? Eh bien, la réponse est oui. Thomas De Rennes résiste et il s'impose après quasiment 200 km d'échappée. Derrière, on retrouve à 6 secondes Thibaut Pinot devant Julien Alaphilippe. Le peloton termine à 26 secondes avec Matthews devant Sagan. Et puis au classement général, Julien Alaphilippe reprend le maillot jaune pour 23 petites secondes sur Giulio Ciccone et Thibaut Pinot est désormais 3e à 53 secondes. Geraint Thomas est à 1 minute 12 du côté des autres maillots et il n'y a pas de changement du côté du classement général. Beaucoup de personnalités aujourd'hui sur ce Tour de France du côté de Saint-Étienne. On passera à Saint-Étienne, arrivé à Saint-Étienne, Roger Rivière. Saint-Étienne, 4e du Tour 59, 5 victoires d'étape et 2 victoires d'étape sur la Volta, également 2e sur le Dauphiné, 3e du Dauphiné en 59, il a dû arrêter sa carrière après une chute sur le Tour 1960 avec 2 vertèbres fracturées. C'est également un spécialiste de la piste, un triple champion du monde de poursuite et en fait sa chute sera due au dopage et Roger Rivière qui va mourir même d'un cancer du larynx en 76 je crois, 77 je sais plus, j'avais vu ça sur Wikipédia en préparant cette étape.
est certainement dû à une prise trop importante de médicaments. C'était souvent la mode dans les années 50-60. Alors déjà, le dopage n'était pas aussi scientifique qu'on pourra l'avoir dans les années 90, dans les années 2000, même si parfois certains feront leur propre programme de produits dopants. Mais surtout, on prenait tout et n'importe quoi et avec des quantités absolument folles, ce qui provoquera notamment la mort de Tom Simpson parce qu'on mélangeait souvent les médicaments avec l'alcool. On a également Gilles Desllions, vainqueur du Tour de Lombardie en 90, vainqueur également d'une étape en 91, et puis Jordan Sarrou du côté du VTT qui a été champion du monde. On passe également à Visil, la commune de Thierry Claverola, maillot à poids en 1990 et 5 fois vainqueur du classement de la montagne sur le Dauphiné. Puis Sorbier, non c'est bien Sorbier, parce que j'avais mal écrit, c'est la ville d'accueil de Vinokourov et Kivilev quand ils sont arrivés en France. Les deux Kazakhs, eh bien, ils ont été accueillis du côté de Sorbier. Parmi les autres personnalités à Saint-Étienne, nous avons Muriel Robin, nous avons Bernard Lavilliers, le chanteur, Aimé Jacquet, l'entraîneur victorieux de la Coupe du Monde 98, mais je rappelle également entraîneur du Bordeaux des années 90, à l'époque où Bordeaux gagnait. Et puis on a Dominique Rocheteau également, joueur de Saint-Étienne assez important. On passe également à Lorette, c'est la ville natale d'Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1, Alain Prost 85, 86, 89 et 93 pour Alain Prost, voilà, quadruple champion du monde. On passe à la météo, grand soleil avec 33 à 35 degrés ressentis, 38-40 aujourd'hui, donc ça va être une étape vraiment très difficile au niveau d'hydratation. On va prendre énormément de bidons. Et puis le vent vient du nord, voire nord-ouest à certains moments, donc il sera de face, 3/4 face pendant une grande partie de la journée, mais il est entre 10 et 30 km/h, pas 10 et 30, 10 et 20 km/h, le soleil aussi tape sur ma tête, et il ne sera pas assez fort pour une bordure. Du côté de la stratégie échappée, qui va peut-être mettre du temps à sortir, échappée qui, je pense, sera filtrée entre 6-8 coureurs pour éviter que les sprinters aient trop de difficultés à rentrer. Puis victoire d'un puncher sprinter aujourd'hui, je pense. Alors, parmi mes pronostics, j'ai mis Peter Sagan du côté de cette étape, parce que c'est quand même moins dur qu'il y a 3 ans. J'ai mis Michael Matthews, qui a montré quand même des bonnes choses. Je ne mets pas Van Aert parce qu'il a fait quand même beaucoup de travail pour la Jumbo, et s'il faut contrôler en début d'étape pour le maillot jaune, il se peut que ça soit compliqué pour Matthews. Et puis Mats Pedersen du côté de la Trek, on ne sait jamais. C'est vrai que c'est quand même un sprinter qui passe bien les bosses. J'ai quand même mis également en grosse cote, en cas d'échappée, un autre coureur de la Trek, Quinn Simmons aujourd'hui. Il a montré quand même des bonnes choses. C'est pas non plus trop pentu pour lui. C'est un coureur qui est quand même puissant, qui sait emmener du braquet aussi. Quinn Simmons, il faudra faire attention à lui. Les horaires, départ réel à 13h20, chaque fois je vous ne donne pas le départ fictif. Le sprint intermédiaire sera entre 15h30 et 15h42. La côte de Saint-Romain en Galles, la dernière de la journée, ça sera entre 16h30 et 16h45, et l'arrivée entre 17h23 et 17h49. Le débrief ce soir, 21h30, 22h, comme d'habitude, et puis présentation de l'étape numéro 14 demain, 7h30. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.